Plusieurs attentats ont frappé Paris. Daesh, un groupe terroriste qui fait peur au monde entier. Mais comment ce groupe est-il né? Nous avons créé le chaos et nous l'avons laissé là. Nous avons créé Daesh. Cela fait plus de 10 ans qu'ils combattent. L'invasion a renversé le gouvernement, mais Zarqawi a déchiré le pays en deux. Ces personnes sont vraiment prêtes à se battre contre le monde entier et le prouvent par la pire des violences. C'est l'échec de 2 présidents américains. Le gouvernement des États-Unis a pris des décisions qui semblaient bonnes à l'époque. Mais sans ces décisions, Daesh n'existerait pas. Début 2014. Daesh s'est emparé de nombreuses villes irakiennes. Comme venus de nulle part, Les combattants s'approchent de Bagdad. l'organisation terroriste Daesh s'empare de territoires importants en Irak. Le coup de massue, ça a été quand les combattants de Daesh ont pris le contrôle d'un tiers de l'ouest de l'Irak. Ils ont pillé les banques et se sont emparés de toutes les richesses qui se trouvaient dans cette zone. C'est à ce moment-là qu'on s'est alarmé et qu'on s'est dit, attendez un peu, comment en est-on arrivé là? Inquiétude sur l'avancée de Daesh vers Bagdad. Daesh s'empare de territoires en Irak et en Syrie. Ils ont rapidement mis la main sur de larges zones en Irak. Et l'armée nationale n'a opposé absolument aucune résistance. C'est sidérant. Ils s'emparent de Mossoul, la deuxième plus grande ville du pays. À la stupéfaction de Washington, la deuxième ville de l'Irak, une ville de 2 millions d'habitants, est tombée en un jour. Et ce, aux mains d'une organisation que nous n'avions même pas classée parmi les grands groupes terroristes. Mais ces combattants sont loin d'être des débutants. Ils font la guerre depuis plus de 10 ans, depuis l'invasion américaine de l'Irak. Décapitations, attentats suicides et tueries en masse doivent permettre la mise en œuvre d'un projet d'une extrême violence. Un projet conçu par cet homme, Abu Musab al-Zarqawi, le précurseur de Daesh. L'histoire secrète de Daesh commence à la CIA dans les gravats du 11 septembre 2001. Très vite, l'agence veut savoir qui est Abu Musab al-Zarqawi. J'étais analyste dans une équipe chargée d'évaluer si Al-Qaïda et l'Irak étaient de mèche dans l'exécution des attentats du 11 septembre. Au département de lutte contre le terrorisme de l'agence, l'analyste Naïda Beikos est chargée d'étudier le cas Zarqawi. Pour notre équipe, la grande question était alors de savoir si Zarqawi faisait partie d'Al-Qaïda ou non. Beikos commence par reconstituer le parcours de Zarqawi. Zarqawi a grandi à Zarqa, en Jordanie, non loin d'un camp de réfugiés palestiniens. C'était un petit dur, dans un quartier difficile. La pauvreté et la frustration lui font rapidement prendre le chemin de la délinquance. C'était un voyou, un petit délinquant. Il a fait plusieurs séjours en prison. On dit même qu'il aurait été souteneur. Il se droguait, il aimait les tatouages. Ses amis à Zarqa l'avaient surnommé l'homme vert, à cause de tous les tatouages qu'il avait sur son corps. Derrière les barreaux, Zarqawi va se métamorphoser. Dans la prison d'Al-Jafar, on l'a laissé au contact de combattants radicalisés. Ses compagnons de cellule étaient des gens prêts à lancer le djihad. En prison, sa véritable nature s'est révélée. Il a réussi à dominer les autres prisonniers, à devenir un meneur. Et la religion est devenue une préoccupation centrale pour lui. À l'époque, Zarqawi est le costaud du groupe. Et il a brutalisé beaucoup de personnes pendant sa détention. L'homme vert est de plus en plus religieux, et ses tatouages sont perçus comme étant un péché. Il fait introduire une lame de rasoir en fraude dans sa cellule. Ça a été violent. Il les a enlevés en s'écorchant la peau.
C'est comme s'il faisait sa mue. Ces tatouages lui rappelaient son passé et il fallait qu'il s'en débarrasse. C'est presque un acte de purification. Après 5 ans de prison, Zarqawi est libéré. Zarqawi est devenu un chef parmi les djihadistes de la prison en Jordanie. Il en est sorti complètement enflammé. À présent, il était un moudjahid ou combattant de la foi, dévoué à l'établissement de l'Empire islamique. Dans sa quête pour devenir un combattant de la foi, Zarqawi quitte la Jordanie. La CIA retrouve sa trace à Kandahar, en Afghanistan, où il espère rencontrer Ben Laden. Arrivé à Kandahar, il rencontre Ben Laden qui le repousse. À ce moment-là, Zarqawi est un moins que rien à ses yeux. Il ne fait pas forte impression sur Oussama Ben Laden, ni sur son adjoint Ayman al-Zawahiri. Pour eux, Zarqawi est une petite frappe, il est grossier. Ils ne le considèrent pas comme une bonne recrue pour Al-Qaïda. Zarqawi quitte Kandahar avec la volonté de poursuivre le djihad, mais aussi de montrer à Ben Laden qu'il a tort. En 2002, une occasion se présente. Quand le président Bush fait comprendre qu'il veut que Saddam Hussein disparaisse, Zarqawi s'installe dans un campement terroriste dans le nord de l'Irak, ce qui déclenche l'alarme à la CIA. Un responsable des opérations à la CIA, Sam Fadis, qui dirige une équipe commando, se voit confier le dossier. La direction était extrêmement intéressée par le cas Zarqawi. À l'époque, en juin 2002, l'objectif numéro 1 était de collecter des informations sur cette enclave islamiste le long de la frontière irano-irakienne. Fadis localise rapidement Zarqawi et apprend ce qui se passe dans le campement. Grâce à nos informateurs à l'intérieur du camp, on a su qu'il travaillait sur des armes chimiques et biologiques, en particulier à base de cyanure. Pour la direction de la CIA, c'est une menace à ne pas ignorer si les États-Unis veulent envahir l'Irak. Si nous décidions de renverser Saddam, Zarqawi allait causer beaucoup de problèmes. C'est quelqu'un que nous aurions voulu éliminer si nous avions eu l'occasion et les moyens de le faire. Sam Fadis a un plan pour passer à l'action. Il suffisait d'envoyer quelques avions sur leur position que nous connaissions et on mettait tout de suite un terme à cette menace. On aurait supprimé ces types. Ça aurait été le moment idéal. Nous savions qui ils étaient, ce qu'ils étaient en train de faire. C'était vraiment le moment propice pour s'en débarrasser. Le plan d'attaque est rapidement communiqué à la Maison-Blanche. Mais on met en garde le président Bush qui se prépare à attaquer Saddam. S'en prendre à Zarqawi risque de créer des difficultés. Je me souviens qu'il y avait des discussions à propos de différents campements remplis de sales types. Pour celui dont vous me parlez, je crois que nous avons estimé qu'il ne fallait pas commencer la guerre avant d'être prêt. Lorsque cette décision parvient au QG de la CIA, c'est la stupéfaction. Je n'en croyais pas mes oreilles. Nous avions là une occasion en or de nous débarrasser d'un djihadiste que nous savions être une menace pour nos alliés et aussi pour nos forces armées quand elles allaient envahir le pays. Personne dans notre équipe ne trouvait que le gouvernement avait pris la bonne décision. Nous voilà à nouveau devant un pays prêt à s'enflammer. Nous leur donnons du temps et de l'espace. Ça va mal se finir. Nous devons les éliminer ici et maintenant. Le vice-président Dick Cheney a une autre idée en tête quand il se rend à la CIA. Il veut se servir de Zarqawi pour établir un lien entre Ben Laden et Saddam Hussein et justifier ainsi une entrée en guerre. Le vice-président Cheney est arrivé à la CIA avec plein de questions. Mais sa question, y a-t-il un lien entre Saddam Hussein et Ben Laden, s'est rapidement transformée en « nous voulons qu'il y ait un lien entre les deux ». Mais les agents de la CIA ne disposent d'aucune preuve qui établit ce lien. Non, jamais. Nous n'avons jamais trouvé le moindre indice que Zarqawi se trouvait à Bagdad et travaillait pour Saddam. Le vice-président et son directeur de cabinet Louis Libby ne l'entendent pas de cette oreille.
C'était assez tendu. Nous étions tous assis d'un côté de la table et le vice-président Cheney et Louis Libby de l'autre. Ils nous ont bombardés de questions et ils doutaient de nos renseignements. Cheney veut que Zarqawi soit le lien entre Saddam Hussein et Oussama Ben Laden. Le vice-président n'était pas satisfait. Ces questions tournaient toutes autour de Zarqawi et de ses relations avec Saddam, s'ils avaient discuté du 11 septembre ensemble, et si Saddam en avait fait partie. Le vice-président n'aime pas les réponses qu'on lui donne. Nous n'avons pas cessé de lui dire qu'en bonne logique, il était impossible que Zarqawi collabore avec Saddam. Nous n'avons établi aucun lien entre Al-Qaïda et Saddam Hussein en Irak. Zarqawi était le genre de personne que Saddam aurait supprimé sans l'ombre d'une hésitation. Notre analyse a été accueillie avec scepticisme et beaucoup d'insatisfaction. Mais à la Maison-Blanche, les allégations persistent. Elles font même leur réapparition dans le discours que Colin Powell doit faire aux Nations Unies, afin de convaincre l'opinion publique de la nécessité d'entrer en guerre. Le discours était censé avoir été préparé à la Maison-Blanche et au Conseil de sécurité nationale. Mais son contenu était totalement inadapté et rien n'était expliqué. J'ai alors demandé à Condoleezza Rice, alors conseillère à la sécurité nationale, d'où venait ce discours. Il est apparu qu'il venait de la vice-présidence. Powell demande à la CIA de vérifier soigneusement son discours. La Maison-Blanche nous a envoyé une copie du discours que préparait Powell. Un de nos analystes expérimentés l'a relu et l'a corrigé en cherchant le mot juste pour s'assurer que le texte reflèterait notre analyse. Un discours qui va être entendu dans le monde entier. Powell va s'efforcer d'établir un lien entre Al-Qaïda et l'Irak. Quelques jours plus tard, Powell prononce son discours aux Nations Unies. Un moment décisif sur le chemin d'une nouvelle guerre contre l'Irak. C'est toujours intimidant d'entrer dans cette salle, mais je l'avais déjà fait auparavant. Et puis, la technique est là pour nous aider à faire nos discours. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, au centre, Colin Powell, ministre des Affaires étrangères, et George Tenet, le directeur de la CIA. Je crois que Powell était très tendu. D'ordinaire, il n'aime pas lire ses discours. Il écrit quelques notes sur un Bristol et il peut improviser. Mais là, il a lu son texte, mot à mot. Aujourd'hui, je vais fournir des informations supplémentaires. Au centre de lutte contre le terrorisme, Naïda Beikos écoute attentivement le discours. Elle veut entendre ce que Powell va dire sur Zarqawi, Ben Laden et Saddam Hussein. Nous étions dans nos bureaux, devant la télé, avec une copie du discours dans la main. Je veux porter votre attention aujourd'hui sur le lien potentiellement plus inquiétant entre l'Irak et le réseau terroriste Al-Qaïda. Quand il est arrivé à notre passage, très vite, le discours a dévié de ce que nous avions écrit. Nous nous sommes tous regardés en disant « Il en est où ?» et en feuilletant les pages frénétiquement. Nous avons compris que ce n'étaient pas les mots que nous avions utilisés. Powell se sert de Zarqawi pour établir un lien entre Ben Laden et Saddam Hussein. L'Irak abrite aujourd'hui un réseau terroriste meurtrier dirigé par Abu Musab al-Zarqawi, un collaborateur d'Oussama Ben Laden et de ses lieutenants d'Al-Qaïda. Ces conclusions et ces mots n'étaient pas les nôtres. Nous avions été extrêmement prudents dans la description de la relation entre les deux. Et là, tout avait été exagéré et ne reflétait pas notre analyse. Comment est-ce possible ? Le texte est retourné à la Maison-Blanche et je ne sais pas comment et par qui il a été modifié. Powell affirme aujourd'hui que le discours a été validé par George Tenet, le chef de la CIA, et qu'il ne se rappelle plus des détails sur Zarqawi. Je ne me souviens plus. Zarqawi n'était pas une de mes préoccupations principales. Il n'était pas important dans ce discours. Il était simplement cité à un moment donné. Mais Zarqawi n'est pas simplement cité à un moment donné. Powell lui consacre 7 minutes de son discours et son nom est cité 21 fois. Aux yeux du monde, Powell a transformé Abu Musab al-Zarqawi. De son réseau terroriste en Irak, Zarqawi peut diriger son réseau au Proche-Orient et plus loin encore.
Vous vous rendez compte de l'effet de ce discours sur l'ego de Zarqawi? On parle de lui à l'ONU. Maintenant, Ben Laden et Al-Qaïda savent qui il est vraiment. Il devient une figure emblématique sans avoir fait quoi que ce soit. Dans les jours qui suivent le discours, Zarqawi s'évanouit dans la nature. Bagdad s'est réveillé au son de 40 explosions ce matin. Les militaires parlent de la campagne choc et stupeur. Zarqawi voit la campagne choc et stupeur se dérouler. L'occupation américaine est une réalité et Zarqawi attend une occasion pour agir. Paul Bremer, l'homme désigné par Bush pour administrer l'Irak, va lui en donner une très rapidement. Et ceux qui étaient haut placés, en particulier ceux du parti Baas, seront relevés de leurs fonctions. Il promet une épuration du gouvernement irakien. Il ordonne également le démantèlement de toutes les forces armées irakiennes. Il y avait environ 250 000 Irakiens sous les drapeaux, dans la fleur de l'âge, tous entraînés dans le maniement des armes. Du jour au lendemain, ils se sont retrouvés au chômage. Le message est clair. Saddam et son armée à majorité sunnite n'ont plus le pouvoir. L'armée était l'outil principal de Saddam dans sa répression des Kurdes et des chiites. Je pense que sa dissolution est, d'un point de vue politique, la meilleure décision que nous ayons prise durant les 14 mois de notre présence là-bas. Mais sur le terrain, le commandement américain peut en constater les conséquences. Honnêtement, ça a été un désastre. C'est à ce moment-là qu'on a planté les germes de la future insurrection sunnite. On voyait de longues files de soldats qui réclamaient de l'argent, qui voulaient être réengagés. On aurait dû traiter ces militaires vaincus avec respect. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Semaine après semaine, les manifestations devenaient de plus en plus grandes. On était très préoccupés par les débordements occasionnés. Il y a eu des morts. Ils se sont sentis laissés pour compte. Ils faisaient déjà partie d'une minorité, mais là, c'est comme s'ils n'existaient plus. Ça a été facile pour Zarqawi de recruter dans cette population. Abu Musab al-Zarqawi tient sa chance. Quelques semaines après, c'est le début de l'insurrection. Quand ces attentats ont commencé, personne ne savait vraiment d'où ils venaient, qui en étaient les auteurs et combien de temps cela allait durer. Encore une vague de violence en Irak. Au moins 5 morts après l'explosion d'une voiture piégée dans le centre de Bagdad. À Washington, on affirme que la situation est sous contrôle. On peut parler aujourd'hui de vacances de l'autorité étatique. I picked up a newspaper today, and I couldn't believe it. I read 8 headlines that talked about chaos, violence, unrest, and it just was henny penny, the sky is falling. I've never seen anything like it. Just unbelievable how people can take that away from what is happening in that country. On peut appeler ça du déni délibéré. Je me souviens avoir trouvé ça très étrange. On peut analyser une situation et la manipuler, mais de là à croire en sa propre manipulation. En août, une nouvelle explosion, la plus importante à ce jour. Énorme explosion à l'ambassade de Jordanie. Carnage à Bagdad. Les terroristes ont fait exploser un camion. Un Irakien est venu me dire ce qui se passait. C'est un attentat suicide. C'était la première fois qu'on employait ce terme ici. Quand je pense qu'après, il y a eu des centaines et des centaines d'attentats suicides, c'est hallucinant. C'est le premier attentat d'envergure de Zarqawi. Puis, moins de 2 semaines plus tard, se produit l'attentat au siège des Nations Unies à Bagdad. Zarqawi avait la stratégie suivante. Il voulait en arriver à une confrontation avec les Américains, que le conflit devienne manichéen. Ça lui a permis de rallier énormément de monde à sa cause.
40 morts aujourd'hui dans une série d'attentats. La conséquence immédiate, c'est que l'ONU a quitté le pays, suivi quelques semaines plus tard de toutes les ONG. Il n'y avait plus que les Américains sur place. Personne d'autre. Bagdad est devenue une ville fantôme militarisée, tout à fait sinistre. Un véhicule de patrouille US a été la cible d'une attaque. Plus que jamais, la violence est là. La nuit dernière, à nouveau, 2 soldats ont été tués. L'attentat le plus meurtrier aujourd'hui a fait 11 morts. À Washington, Beykos et ses collègues passent au crible les indices trouvés sur les lieux des attentats. Très vite, le président Bush reçoit un document rédigé par Beykos, mais qui ne porte pas son nom. Le document souligne le rôle de Zarqawi dans ces attentats. J'ai écrit un mémo au président qui disait que selon de nouveaux renseignements, Zarqawi était l'auteur des principaux attentats de 2003, qu'il était toujours sur place et qu'il cherchait à fomenter une guerre civile. L'information remonte jusqu'à Louis Libby, le directeur de cabinet du vice-président. Naïda Beykos se rappelle qu'elle était à son bureau à la CIA quand son téléphone a sonné. J'ai reçu un appel sur ma ligne directe du bureau de Louis Libby. Appeler un analyste personnellement, c'est une façon d'exercer une pression, de l'intimider. Notre travail est anonyme. Nos noms n'apparaissent jamais sur les mémos qui partent pour la Maison-Blanche. Je lui ai dit que je ne pouvais pas parler de cette affaire et j'ai raccroché. Mais le bureau du vice-président n'en a pas fini avec Beykos. Elle est convoquée avec son supérieur chez Libby. Nous étions réunis là parce qu'ils voulaient trouver des failles dans notre analyse. Ce sont les conclusions de Beykos qui mentionnent une insurrection organisée menée par Zarqawi qui pose problème. Le gouvernement était perturbé par l'emploi du mot « insurgé », parce que cela signifiait que les Irakiens n'étaient pas en faveur de notre action. Insurrection sous-entendait qu'ils luttaient contre nous. Il est évident qu'à l'automne 2003, les États-Unis refusaient d'admettre que l'insurrection couvait. Le terme était quasiment banni, il ne fallait pas l'employer. Nous avons demandé au vice-président et à son directeur de cabinet un entretien à ce sujet, mais ils ont refusé de nous parler. 4 voitures piégées ont explosé. Les attentats se sont produits à l'heure de pointe. Au moins 35 morts dans un attentat à la voiture piégée à Bagdad. En Irak, Zarqawi n'hésite pas à donner dans la surenchère face à des dirigeants américains qui nient la réalité. Le gouvernement Bush a mis du temps à comprendre que primo, il y avait insurrection, secondo, qu'il y avait un génie diabolique derrière cette insurrection, et tertio, que ce génie diabolique était Zarqawi. À présent, Zarqawi veut envoyer un message au peuple américain. Zarqawi avait déjà fait parler de lui avec une série d'attentats suicides. Mais il voulait tenter une nouvelle méthode. Et Nicholas Berg, c'est le tragique de l'histoire, est exactement la personne qu'il lui fallait. Un Américain, un philanthrope et un Juif qui plus est. Zarqawi est au centre de l'image. Si vous regardez bien cette vidéo, vous verrez la mise en scène de Zarqawi. Il se tient là et lit son papier d'une voix gutturale. Quand il a fini de lire, et je n'oublierai jamais ce moment, il donne son texte à son aide de camp qui le saisit. On aurait dit un PDG qui tend sa mallette à son assistant. Et puis il sort sa machette. C'est la première et la dernière vidéo de décapitation que j'ai regardée. C'était épouvantable. On entend les derniers instants de ce pauvre malheureux et on voit Zarqawi se tenir sur sa dépouille mutilée pour lire son message au monde entier. Le fait que Zarqawi tue de ses propres mains l'a rendu très populaire auprès des jeunes sunnites de 20 ans en Arabie Saoudite, en Irak ou même en Europe. Il est devenu un combattant dont on veut rejoindre les rangs quand on est un sunnite en révolte. Zarqawi a désormais la pleine attention du gouvernement Bush. Les Américains mettent sa tête à prix pour 25 millions de dollars.
C'est à peu près la même récompense que celle offerte pour Ben Laden. Il devient l'ennemi public numéro 1 des États-Unis. Ben Laden avait rejeté Zarqawi. Désormais, il ne peut plus l'ignorer. À partir de là, leur relation change. Zarqawi est la start-up qui marche. Et Ben Laden veut investir dedans. Il veut que Zarqawi utilise la marque Al-Qaïda. Al-Qaïda n'a plus rien fait depuis le 11 septembre. C'est donc une occasion rêvée pour Ben Laden de revenir dans la partie. Pour Zarqawi, c'est enfin la reconnaissance. Dans une lettre à Ben Laden que les renseignements américains ont réussi à obtenir, il détaille ses projets à venir. Alors que le moment décisif approche, nous sentons que notre mouvement se répand dans le vide sécuritaire. Zarqawi dit dans cette lettre, notre seule option, c'est de commencer une guerre intercommunautaire. C'est-à-dire de mettre le feu en Irak et le propager au reste du monde. Si nous parvenons à attirer les chiites dans l'arène d'une guerre de religion, il sera possible de sortir les sunnites de leur apathie. Nous allons fomenter une guerre civile et les chiites réagiront violemment. Ils vont s'en prendre à la minorité sunnite. Et là, les sunnites se tourneront vers nous, les djihadistes, pour qu'on les défende. Zarqawi passe à l'acte. Il lance une campagne de violence sans précédent contre les chiites. « 170 morts ce week-end. La vie quotidienne en Irak, enlèvements et assassinats par milliers tous les mois. Ces assassinats ont instauré un climat de peur. Une vague de meurtres à caractère religieux à travers tout l'Irak. » Désormais, on surnomme Zarqawi le cheikh des égorgeurs. Un attentat suicide fait 12 morts. Quand il a décidé de s'en prendre aux chiites, les attentats à la voiture piégée sont devenus le lot quotidien à Bagdad, ainsi que des assassinats de famille ou de voisins. On a vu apparaître des chambres de torture, des vidéos de décapitation. L'invasion américaine a renversé le gouvernement. Zarqawi, lui, a déchiré le pays en deux. L'Irak a connu des années abominables. Des centaines et des centaines d'attentats suicides, d'attentats à la voiture piégée. C'est tout bonnement incroyable. Une telle folie meurtrière, c'est absolument épouvantable, mais c'est aussi hors du commun. Pour Oussama Ben Laden, la violence à l'encontre de ses coreligionnaires est insupportable. Son bras droit, Ayman al-Zawahiri, fait parvenir la lettre suivante à Zarqawi. De nombreux musulmans qui t'admirent s'interrogent sur tes attaques contre les chiites. Leurs questions se font plus insistantes quand les attaques touchent une de leurs mosquées. En somme, Al-Qaïda dit « Arrête ça. Ce n'est pas en tuant des chiites et d'autres musulmans que tu vas atteindre nos objectifs. Ce n'est pas le chemin que nous voulons que tu empruntes et nous voulons que tu cesses. » À mon avis, le peuple musulman n'acceptera pas cela, quoi que tu fasses pour l'expliquer. Et leur aversion perdurera. 170 morts ce week-end dans un attentat au camion piégé. Mais Zarqawi n'est pas d'accord. Son plan pour un soulèvement sunnite se fonde sur une violence intercommunautaire brutale. Les attentats sont constants et monstrueux. En guise de réponse à Ben Laden et Zawahiri, Zarqawi frappe à nouveau, et fort. Il fait sauter le dôme de la mosquée d'or de Samarra, un lieu saint chiite. Samarra, c'est ce qui a fait basculer la situation. Il a démoli le lieu saint le plus vénéré d'Irak. Et tout de suite, dans les 12 heures qui ont suivi l'attentat, la situation a complètement changé en Irak. Elle était déjà terrible, mais là, le pays a plongé dans l'abîme. C'est la guerre civile totale. Elle va faire des dizaines de milliers de victimes. Cela a enclenché une spirale de violence entre sunnites et chiites, attisée par Al-Qaïda. Zarqawi, à la tête des opérations, a été très compétent.
Zarqawi avait atteint son but. Il avait si bien alimenté la colère, la peur et la frustration que les différentes communautés se sont dressées les unes contre les autres. Alors que la guerre civile fait rage, Zarqawi fait un geste pour le moins osé. Il montre son visage. Il avait compris le pouvoir d'Internet. On le voit avec une arme automatique américaine. Certes, il ne sait pas s'en servir correctement, mais ces images ont confirmé son sens de la communication. C'est de la propagande, un appel à l'enrôlement. Il veut que d'autres personnes le rejoignent. Il est en train de former son armée. Dans sa vidéo, Zarqawi fait une proclamation surprenante. Il veut créer un État islamique, premier pas vers la restauration d'un califat mondial. Il n'allait pas se satisfaire d'être le voyou de Zarqa, ni même l'égorgeur de Nickberg. Il voulait être le commandeur du califat. C'est un sujet que Ben Laden n'avait jamais mis en avant. Al-Qaïda a toujours envisagé les choses sur le long terme, mais Zarqawi était beaucoup plus impatient. Il voulait tout de suite. Pour Zarqawi, la création du califat serait l'accomplissement d'une prophétie. Cette prophétie promet le retour du royaume de Dieu sur terre, le rétablissement de l'ancien empire musulman, la prise de pouvoir des sunnites à travers le monde. Ensuite, l'établissement du califat sur toute la planète. Et enfin, la fin du monde. L'avion de tête va larguer une bombe de 250 kilos sur la cible. La prochaine image de Zarqawi sera très différente. En 2006, grâce à un renseignement, les forces armées US bombardent sa cache. Zarqawi est mort, mais son appel à la création d'un État islamique a été entendu. Le président Bush s'empare de l'occasion. Il envoie des troupes américaines supplémentaires en Irak pour arrêter le bain de sang. Les Irakiens et les Américains vont s'efforcer de faire baisser le nombre de morts. Les renforts arrivent, mais le président est de plus en plus seul. Le général David Petraeus prend la tête du commandement. Notre priorité était d'assurer la sécurité des Irakiens, et pour cela, il nous fallait vivre sur place avec eux. Nous sommes retournés dans les quartiers de Bagdad et d'autres zones qui vivaient sous la menace des violences constantes entre chiites et sunnites. À coups de millions de dollars, Petraeus conclut une alliance avec les tribus sunnites qui avaient autrefois collaboré avec Zarqawi. Trop de têtes étaient tombées, trop de femmes avaient été enlevées au sein de la population locale. Cela a mis en péril les structures hiérarchiques en place. Certaines tribus se sont retournées contre Al-Qaïda et ont cherché de l'aide auprès des Américains. Les forces spéciales américaines et les anciens militants sunnites éliminent les partisans de Zarqawi les uns après les autres. Al-Qaïda en Irak a été pratiquement anéanti. Seuls 37 individus qui ont survécu à nos offensives entre 2007 et 2008 étaient réellement des membres d'Al-Qaïda. La définition de la destruction, c'est de rendre l'ennemi incapable de réaliser sa mission, sans possibilité de reconstitution. Ils étaient à terre, à mordre la poussière, et nous avions nos rangers sur leur nuque. Les rares survivants du groupe de Zarqawi vont vivre dans la clandestinité pendant 3 ans. En 2009, c'est un nouveau président qui a la responsabilité de la guerre en Irak. Obama a été élu sur la promesse que les États-Unis quitteraient l'Irak, et il était déterminé à le faire.
Dès le début de son mandat, il annonce son plan devant des milliers de Marines. I've come to speak to you about how the war in Iraq will end. The situation in Iraq has improved. Al-Qaeda in Iraq has been dealt a serious blow by our troops and Iraq's security forces. Pour Barack Obama, il est temps de quitter l'Irak. I intend to remove all U.S. troops from Iraq by the end of 2011. Les dernières troupes US quittent l'Irak. Ils s'en vont et transmettent le commandement. Après presque 9 ans de guerre et des milliers de vies perdues. Ce n'est pas qu'un retrait militaire qui s'est opéré en 2011, mais aussi un retrait politique. On s'est dit, la guerre est finie, on s'en va. Advienne que pourra. Enfin, je ne crois pas qu'on ait envisagé tout ce qui allait advenir et toutes les conséquences de ce retrait. Une fois les Américains partis, ce qui reste du groupe de Zarqawi, isolé dans le nord-ouest de l'Irak, commence à se reconstruire. Il trouve un successeur à Zarqawi, un nouveau leader, Abu Bakr al-Baghdadi. Il est fait du même bois que Zarqawi. Il est animé des mêmes sentiments. Il a le même sens de la publicité et la même obsession de l'ultraviolence. Ils partagent la même idéologie. Ils croient en un islam politique. Ils veulent le califat. Mais al-Baghdadi est titulaire d'un doctorat et il jouait au football. Le parcours d'al-Baghdadi, un universitaire religieux devenu chef djihadiste, commence au tout début de l'occupation américaine de l'Irak. Les Américains procèdent à des arrestations massives de sunnites et al-Baghdadi est jeté dans une prison américaine. Pour beaucoup d'anciens détenus, ces prisons étaient considérées comme des camps d'entraînement au djihad. En se retrouvant derrière les barreaux, ils se sont créés de nouveaux réseaux. On les appelait les universités du djihad. Al-Baghdadi y étudie les méthodes de Zarqawi. Il a su créer un réseau avec d'autres djihadistes actifs qui dépendaient d'organisations terroristes importantes. Il entre en contact avec des hommes qui l'accompagneront dans son ascension au sein d'Al-Qaïda en Irak, qui deviendra plus tard l'État islamique. À sa libération, al-Baghdadi grimpe les échelons dans le groupe de Zarqawi. Il a très intelligemment joué la carte de sa parenté avec le prophète Mahomet. Cela a été très important pour asseoir sa légitimité en tant que dirigeant. Dans des enregistrements audio, al-Baghdadi use de son autorité religieuse pour justifier des actes de terrorisme. L'avilissement ne peut être effacé, sauf en sacrifiant des âmes et des vies, en versant le sang, en laissant des massacres, des crânes et des martyrs en cours de route. Après la mort de Zarqawi, al-Baghdadi finit par s'emparer du pouvoir. Al-Baghdadi est beaucoup plus pugnace, rusé et implacable qu'on ne l'aurait cru. Il est parvenu à éliminer ses rivaux, il a connu plus de réussite, et comme toujours, la réussite a un fort pouvoir d'attraction. Al-Baghdadi s'attache maintenant à reconstruire son organisation. Fidèle à la stratégie de Zarqawi, il cherche à exploiter le chaos d'un pays. Manifestation contre le président. Des milliers de personnes à travers le pays. Ce pays se trouve juste de l'autre côté de la frontière, la Syrie. Des vagues de manifestations contre le président Bachar el-Assad. La guerre civile éclate. Les conditions étaient parfaitement réunies pour qu'al-Baghdadi puisse profiter de la situation. Les manifestations contre Bachar el-Assad sont réprimées. Il s'agissait de manifestations pacifiques. Elles ont été violemment réprimées et cela a enclenché un engrenage de violence. La révolte grandit et al-Baghdadi envoie en secret des agents qui vont attiser les braises de la guerre civile. Il voulait établir le califat tout de suite.
Il voulait s'emparer des bourgs, des villages et enfin des grandes villes. La frontière entre l'Irak et la Syrie pouvait s'effacer si son organisation en contrôlait les deux côtés. À Damas, les hommes d'al-Baghdadi emploient les mêmes méthodes sanglantes que Zarqawi. Je me trouvais dans ma résidence de l'ambassade quand j'ai entendu 2 bombes exploser. De mon expérience en Irak, j'ai tout de suite su que c'était des voitures piégées. Ce n'est pas un bruit qu'on entendait d'ordinaire à Damas. L'ambassadeur Ford envoie une équipe de reconnaissance sur les lieux de l'attentat. Les cratères étaient très révélateurs. Une première voiture avait explosé devant les grilles, suivie d'un deuxième véhicule. C'était exactement la manière d'agir d'Al-Qaïda en Irak. Tout l'attentat portait la signature d'Al-Qaïda. La vague d'attentats à la voiture piégée qui a secoué Damas a démontré que la méthode employée en Irak était désormais exportée avec le même succès en Syrie. L'organisation de Zarqawi n'a pas seulement survécu, elle a pris de l'ampleur et commence à s'emparer de territoires. Explosions successives à Damas tôt ce matin. De retour à Washington, l'ambassadeur Ford est inquiet. Il veut qu'on aide militairement les rebelles syriens considérés comme modérés. Mon équipe a pensé qu'il fallait qu'on vienne en aide aux éléments modérés et laïques pour qu'ils attirent de nouvelles recrues dans leurs rangs. Sinon, à terme, ils allaient être dépassés. Mais il faut l'aval de la Maison-Blanche. Ford dispose de 3 alliés de taille. Le directeur de la CIA, David Petraeus, la ministre des Affaires étrangères, Hillary Clinton, et le ministre de la Défense, Leon Panetta. Ils veulent convaincre le président. Les partisans d'une aide disaient « Trouvons des gens qui défendent des valeurs à peu près acceptables à nos yeux et fournissons-leur armes et entraînement. » La seule manière d'être crédible auprès de ceux qui se battaient et mouraient dans les rues, c'était de leur fournir des armes pour qu'ils puissent affronter Assad. C'est pour cette raison que j'étais d'accord avec les recommandations de Petraeus et que nous avons fait les mêmes. Malgré les avis de ses conseillers principaux, le président est réticent. Le président ne voulait pas de cette solution. Il pensait que ce serait inefficace. Il ne voulait pas s'impliquer dans la guerre civile d'un autre pays. Il est venu au pouvoir non pas pour nous impliquer au Proche-Orient, mais pour nous en sortir. En Syrie, le massacre des rebelles modérés par les forces gouvernementales d'El-Assad se poursuit. C'est l'un des jours les plus meurtriers en Syrie. Les barils d'explosifs pleuvent, détruisant quartier après quartier. Ils voulaient notre aide. Et on doit admettre qu'on n'a pas fait grand-chose. On n'a presque rien fait pour les aider. C'est pour cela qu'ils ne sont plus là. Ils ont été anéantis. En tant que force de combat, ils n'existent plus. Presque 1 an plus tard, le président change d'avis. Il autorise la livraison d'armes légères aux rebelles modérés. Mais c'est trop tard. Entre-temps, les troupes d'al-Baghdadi se sont renforcées. Les conséquences sont exactement celles que la CIA, le Pentagone et les Affaires étrangères avaient prédites. Si les États-Unis n'organisaient pas une opposition à Assad, des groupes extrémistes sunnites ressemblant furieusement à Al-Qaïda allaient s'en charger. Et c'est ce qu'ils ont fait. En 2013, des régions entières de la Syrie tombent aux mains de l'armée d'al-Baghdadi. La guerre civile en Syrie a été une occasion en or pour al-Baghdadi. Elle lui a donné une tribune. Désormais, il ne s'agit plus d'une poignée de guerriers qui se cachent dans le désert. Il a été rejoint par des milliers et des milliers de combattants qui viennent de tous les pays. 5 000 de l'Europe de l'Ouest, 6 000 de la Tunisie,
presque 5000 de l'ancienne Union soviétique. Ils viennent de partout. Al-Baghdadi réalise ce que Zarqawi avait promis, c'est-à-dire un État. Il le nomme État islamique en Irak et au Levant, et base ses quartiers généraux à Raqqa, ce qui provoque la rupture définitive avec Al-Qaïda. La création de l'État islamique qu'a obtenu al-Baghdadi et le choix de Raqqa comme capitale, c'est une idée, une stratégie voulue par Zarqawi. À l'intérieur de son territoire, l'État islamique règne par la terreur et la violence. Je visionne toutes les horreurs qu'ils mettent sur Internet. Aujourd'hui, ils ont lapidé un homme à mort parce qu'ils le soupçonnaient d'être homosexuel. Ils ont lapidé une femme. Ils ont mis un homme dans une voiture et l'ont fait exploser. Ils écorchent une personne vivante, ils crucifient une autre, ils décapitent quelqu'un tous les jours. À Washington, on s'efforce de trouver la bonne stratégie pour gérer le problème syrien. Le nouveau ministre de la Défense, Chuck Hagel, enchaîne réunion sur réunion dans l'espoir de trouver une solution. Il y avait trop de monde à ces réunions. Toutes les chaises de la salle de crise de la Maison-Blanche étaient occupées. Il pouvait y avoir jusqu'à 30 personnes. Que faisaient-elles là? On donnait la parole à chacune d'entre elles. Et on arrivait rarement à une conclusion ou à une décision. Trop de gens avaient leur mot à dire, ce qui ne mène jamais nulle part. Le président, pour sa part, se refuse à autoriser une intervention militaire. The notion that the way to solve every one of these problems is to deploy our military. That hasn't been true in the past, and it won't be true now. Daesh semble être une menace lointaine. Le président Obama ne considère pas cette nouvelle organisation comme une réelle menace. Il ne croit même pas que c'est l'équivalent d'Al-Qaïda. Il dit en gros, ne leur donnez pas plus d'importance qu'ils n'en ont réellement. De retour à Raqqa, al-Baghdadi s'emploie à atteindre un nouvel objectif, étendre l'État islamique à l'Irak. Au moment même où al-Baghdadi construit son organisation en Syrie, le gouvernement chiite d'al-Maliki à Bagdad s'en prend violemment au territoire sunnite. Dans les années qui suivent le départ des troupes américaines, le premier ministre irakien Nouri al-Maliki, un chiite, se lance dans une répression violente des sunnites. Les tribus arabes sunnites en Irak ont été amèrement déçues par le gouvernement de Bagdad, dominé par les chiites. Elles ont alors commencé à manifester contre le régime. Ces manifestations sont réprimées avec violence. Et dans un tel contexte, cela a permis à l'État islamique en Irak de renaître de ses cendres et de dire « Nous protégerons les sunnites contre Maliki ». C'est le moment qu'attendait al-Baghdadi. Où peuvent bien aller les sunnites? Il n'y a qu'un endroit possible, dans la dernière poche d'insurrection, désormais contrôlée par al-Baghdadi. Au début de 2014, les troupes d'al-Baghdadi lancent leur offensive en Irak. L'armée irakienne a été reconstruite pour un coût faramineux. Je ne connais même pas le prix final. Peut-être 30 milliards de dollars, une somme payée en grande partie par le contribuable américain. Eh bien, cette armée s'est désagrégée. En un rien de temps, il s'empare de Falloujah, de Ramadi, et enfin, du plus beau trophée, Mossoul, la deuxième ville d'Irak. Le 4 juillet 2014, jour de la fête nationale américaine, Abou Bakr al-Baghdadi gravit les marches du minbar de la mosquée de Mossoul. Al-Baghdadi ne montre jamais son visage. La seule fois qu'il le fait, c'est après la prise de Mossoul. Ce n'est pas quelqu'un qui se cachait dans une cave qu'on n'avait jamais vu, qui sort une vidéo secrète tournée dans un lieu indéfini. Il prêche dans une mosquée et parle de l'État islamique.
En dirigeant la prière, al-Baghdadi réalise enfin le rêve de Zarqawi. Il le fait officiellement en se proclamant calife, le commandeur des croyants. Al-Baghdadi s'adresse à son auditoire et se proclame lui-même calife et dirigeant des musulmans du monde entier. C'est la victoire du projet politique de Zarqawi qui date d'il y a presque 10 ans. Il contrôle un territoire qui contient 5 millions de personnes. Ils ont un trésor de guerre de quelques 2 milliards de dollars. C'est un succès remarquable pour une organisation qui a connu une lourde défaite en 2009. Al-Baghdadi a transformé la vision de Zarqawi en une réalité terrifiante. À la veille du 11 septembre 2001, il y avait 400 personnes qui avaient prêté allégeance à Ben Laden. Mais maintenant, Daesh a des pays, des armées, des tanks, des missiles. Ben Laden n'aurait jamais imaginé avoir tout ça. The United States of America is meeting them with strength and resolve. I ordered our military to take targeted action against ISIL to stop its advances. Au cours des 2 années après le sermon d'al-Baghdadi, Daesh a été la cible d'attaques des Américains, des Irakiens, des Russes, des Iraniens et bien d'autres encore. Daesh a peut-être perdu du terrain, mais il menace désormais le monde entier. Coup de feu au Parlement. Ottawa sous le choc. La terreur frappe Copenhague. Il a mené ou inspiré plus de 90 attentats de par le monde Plusieurs attentats ont frappé Paris. et dispose de plus de 40 groupes terroristes affiliés dans 16 pays. 14 morts à San Bernardino et 40 blessés. Daesh a promis que le pire est à venir. Les enquêteurs attribuent cet attentat suicide en Turquie à Daesh. Les autorités belges parlent de plus de 30 morts et de 187 blessés. La question après ce nouvel acte de terreur, c'est de savoir combien de terroristes sont prêts à frapper.